Bonjour et bienvenue sur June TV, vous regardez l'émission mode. On l'a beaucoup vue, beaucoup portée et souvent cru que c'était sa dernière saison. Eh bien non, la marinière est cette année encore la pièce indispensable et sera bientôt sur toutes les épaules cet été. Qui est Maude Cohen, une jeune femme qui a monté sa propre agence de scouting, un nouveau métier qui consiste à chouchouter les bébés mannequins avant de les placer en agence. Bien sûr, ce mois-ci, vous retrouverez évidemment nos news, les tendances à regarder de près, les chiffres, les infos, les événements, bref, tout ce qui fait que la mode est la mode. Il s'appelle Maxime Simoens, il a 30 ans, c'est un prodige de la mode et c'est notre invité du mois. Alors sommaire. Au sommaire de l'émission mode, retrouvez l'histoire de la marinière. Ces rayures ont su inspirer un siècle de créateurs et l'imposer comme un essentiel de nos dressings. Si vous avez toujours voulu savoir qui seront les mannequins de demain, suivez le portrait de Maude Cohen, une scout de la mode, un métier dont vous n'avez pas fini d'entendre parler. Et puis comme chaque mois, retrouvez notre revue de presse, les visages, les infos, les chiffres, les Instagram, tout est dans notre mode paper. Enfin, le créateur Maxime Simoens sera notre invité. Le prodige de la couture française nous fait l'honneur de ses envies, de ses inspirations et de ses confidences. Bienvenue dans le monde merveilleux de la mode. On croyait tout savoir sur elle, l'avoir trop portée, trop vue et trop déclinée, pas du tout. La marinière est indémodable et cette année encore, elle va nous le prouver. De Jean-Paul Gaultier à Petit Bateau, du marin à Kate Moss ou Sonia Rykiel, redécouvrez avec nous les grandes lignes et les petites lignes de cette pièce indispensable. Directement inspiré des marins, notre indispensable du mois est un des grands classiques des dressings féminins et masculins. Indémodable, intemporelle et toujours stylée, la marinière a su s'imposer au-delà des bords de mer. Cet été, elle et ses rayures seront partout. Retour sur l'histoire du basique de mode des filles dans le vent. Alors la marinière, pour moi, à la base, c'est un dessous, manche 3/4, et c'est surtout un tricot de corps en jersey de coton. La définition de la marinière, un tricot rayé, à rayures horizontales, bicolores, bleues et blanches. À l'origine, elle était composée de 21 rayures en hommage au nombre de victoires napoléoniennes. L'acte de naissance de la marinière, en fait, c'est le décret du 28 mars 1858 qui a introduit dans la liste officielle des marins le tricot rayé blanc et bleu. Et la petite histoire dit que si jamais un marin passait par-dessus bord, on pouvait le repérer plus facilement grâce aux rayures. C'est Gabrielle Chanel qui, la première, comprend le potentiel de ce maillot de corps en jersey de coton. Les créateurs qui ont démocratisé la marinière, il y a Chanel qui en a fait sa tenue vestimentaire du week-end lorsqu'elle a commencé sur les planches à Deauville. Elle a commencé à apparaître dans le vestiaire mode surtout pendant la Première Guerre mondiale, lorsque Coco Chanel, dans sa boutique de Deauville, a décidé de créer une vitrine sur les thèmes de la marine. En fait, elle a créé des hauts complètement inspirés de la marinière. Donc en fait, la marinière a switché entre être un dessous et devenir un haut à part entière. Yves Saint Laurent, dès ses premières collections, avait intégré la marinière dans ses collections. Il y a aussi Sonia Rykiel qui a détourné la marinière avec ses rayures multicolores. Pour moi, c'est surtout une libération de la femme qui pioche dans le vestiaire de l'homme. Ça casse aussi les codes des vestiaires masculins-féminins. Voilà, aujourd'hui, tout le monde a une marinière. Si la marinière est devenue un véritable basique de mode, ce sont, comme souvent, les artistes qui ont aidé à sa démocratisation, aussi bien hommes que femmes. Dans les années 50, quand de nombreux artistes ont commencé à porter cet article à la ville, mais aussi à l'écran, donc il y a eu des musiciens, des comédiens, Picasso, Brigitte Bardot, Roger Vadim, même Darry Cole dans Triporteur. Jean Seberg dans À bout de souffle de Godard. Ensuite, à la parisienne, un peu Inès de la Fressange. Charlotte Gainsbourg dans Les Frontées. Et tous ces artistes ont beaucoup popularisé cet article qui, jusqu'à présent, était essentiellement un uniforme. Si beaucoup de noms symbolisent et rappellent la marinière, un seul lui est au-delà de tous associé, Jean-Paul Gaultier. L'enfant terrible de la mode a fait de la marinière son emblème, une icône. Je pense qu'on ne peut pas parler de la marinière sans parler de Jean-Paul Gaultier, évidemment, qui, dans sa collection de 83, il me semble, qui s'appelait Boy Toy, a complètement réinventé la manière de porter la marinière. Il en a fait quelque chose d'iconique, c'est-à-dire qu'il l'a élevé au rang de basique.
Aujourd'hui, la marinière, c'est quelque chose que tout le monde a dans son vestiaire. La marinière est devenue, sous l'impulsion de très grands créateurs, effectivement un objet culte, un objet de mode. Et on le doit essentiellement à Jean-Paul Gaultier qui a fait beaucoup plus que la démocratiser, c'est-à-dire qu'il a totalement détourné la rayure. Toute cette tendance qui est née au milieu des années 80 a fait qu'aujourd'hui, c'est devenu un incontournable que tout le monde a dans sa garde-robe. Jean-Paul Gaultier a modernisé et détourné la marinière, inspirant des générations de créateurs. En 2013, il y a Jacques Mus, évidemment, qui a rebaptisé le pull marin. Il y a la collection Printemps-été 2015 de Karl Lagerfeld pour Chanel, qui est complètement sur la rayure. Après, Sonia Rykiel est un peu revenue à ses débuts avec les rayures multicolores. Symbole hexagonal de notre savoir-faire, la marinière reste un basique au-delà des podiums, même premier degré. Chic et intemporelle, elle symbolise le Made in France, une valeur sûre. Les marques incontournables, pour moi, c'est Armor Luxe, qui a été complètement mis en lumière par Arnaud Montebourg lors de la couverture du Parisien Magazine. Mais il y a toujours Saint-James, il y a Orcival aussi, évidemment il y a Petit Bateau. Pour moi, c'est les basiques Made in France, en fait. Au-delà des saisons, des tendances, des genres même, la marinière s'est imposée comme symbole du chic et d'une liberté certaine. Alliée du style et du bon goût, elle est devenue iconique, efficace et indispensable dans nos dressings. La marinière est partout aujourd'hui. C'est l'avantage de ce produit. Aujourd'hui, il s'adapte effectivement à toutes les saisons, il s'adapte à toutes les occasions. La marinière fait partie de la garde-robe d'une femme qui aime la mode. Comme l'est un trench Burberry ou une veste militaire, la marinière fait partie intégrante d'une garde-robe. C'est l'avantage de la marinière. Je pense que la marinière sauve beaucoup de looks qui peuvent être un peu trop sages ou un peu éteints. La marinière, on peut la porter à toutes les occasions. Aujourd'hui, c'est un basique. Voilà. C'est intemporel et c'est juste iconique. Et maintenant, découvrons qui se cache derrière le portrait de la semaine. Anciennement casteuse pour le magazine Bi, Maude Cohen monte aujourd'hui sa propre agence, Model Access. Une agence un peu particulière puisqu'il s'agit de dénicher les bébés mannequins et de les chouchouter avant qu'ils intègrent une agence professionnelle. Rencontre avec une jeune femme aussi prometteuse que son métier. À 33 ans, Maude Cohen est la digne représentante d'une nouvelle génération de métiers de la mode, encore méconnue en France. Depuis presque 2 ans, elle s'est lancée dans un nouveau projet, répondant au nom de Scout. En mode, il s'agit d'un chasseur de tête. Attention, rien à voir avec une agence de mannequins, on vous explique. Une agence de mannequins, en fait, son rôle, c'est de faire travailler les mannequins. Moi, mon rôle, c'est de trouver des futurs mannequins et de les placer en agence de mannequins. Ensuite, je m'assure du suivi de leur carrière. Je communique beaucoup avec les agences pour savoir comment ça se passe. Je communique beaucoup avec les filles pour leur donner des petits conseils, les aider à se préparer pour les castings, leur apprendre comment s'habiller. Je m'occupe après aussi de les suivre à l'international en les plaçant si elles le souhaitent et si elles ont envie de voyager. Et justement, c'est le cas de Clara. La jeune femme a rencontré Maude pour la première fois il y a 3 ans. Belle structure du visage très transformable, corps bien proportionné, elle est ce qu'on appelle une mannequin commerciale. Si Clara est ici aujourd'hui, c'est aussi parce qu'elle ira bientôt travailler à New York. Et hors de question de signer ses contrats sans Maude. C'est toi qui vas écrire ton Clara Bott et tu vas mettre ton adresse. C'est son premier voyage à New York, donc elle part pour la saison des campagnes. Donc on espère qu'elle va décrocher un petit truc sympa. Grâce au conseil de Maude, Clara commence à faire son petit bout de chemin. Mais signer dans une agence n'implique pas forcément travailler, car pour travailler, il faut plaire aux clients. À partir du moment où une fille est placée en agence de mannequin, là c'est vraiment le tout premier pas qui a été fait. Il y a encore beaucoup de travail à faire, notamment apprendre à se présenter sur les castings, apprendre à s'habiller, apprendre à parler,
apprendre à marcher. Donc ça, évidemment, l'agence de mannequin va prendre une petite partie en charge et moi j'assure vraiment le suivi individuellement. Donc il y a ce premier point et après, étant donné que je les place à l'étranger, je fais l'intermédiaire entre toutes les agences de mannequins de la fille. Maud est une véritable dénicheuse de talent de la mode et pour trouver, il faut savoir où chercher. Je pense que tous les scouts ont leur spot un petit peu préféré pour aller chasser. Des fois d'ailleurs c'est assez frustrant parce que je pars le matin en me disant bon, allez aujourd'hui je fais la sortie des écoles ou quand il y a des concerts, des festivals. Je passe ma journée à ne faire que ça et je rentre bredouille. Et des fois, juste en descendant de chez moi pour aller au supermarché, là, je croise une magnifique jeune fille. Donc en fait, il n'y a pas de règle. Je pense qu'il faut être hyper vigilant et à partir du moment où je suis dehors, j'ai sans cesse l'œil ouvert. Au début, c'est vrai que c'était un petit peu difficile d'aller aborder les filles ou les garçons dans la rue. Puis avec le temps, j'ai construit des méthodes et en fait, il ne faut pas hésiter une seconde. Quand on voit un profil qui nous plaît, il faut vraiment foncer. Vous l'aurez compris, être scout, ça demande donc du temps, de la patience et surtout un bon œil. En France, comme à l'étranger, il n'existe pas de formation. Maud s'est formée grâce à ses expériences, mais il y a tout de même des règles à connaître. Pour être mannequin, déjà, il y a des critères de taille, des critères de mensuration, des critères de photogénie, mais pas que, parce qu'il y a des filles qui peuvent avoir toutes ces qualités. Si elles n'ont pas le petit truc en plus, c'est hyper important d'avoir une forte personnalité pour rentrer dans ce milieu. Sans ce petit truc, des fois on est déçu et ça ne fonctionne pas. Et comme rien n'est simple, une fois le profil trouvé, Maud doit savoir à qui le présenter. Au niveau des agences, je me suis fermée à personne. J'ai décidé que j'avais envie de travailler avec tout le monde. Évidemment, j'ai des liens qui se tissent avec certaines personnes. Donc j'ai des agences que je vais préférer. Et après, je m'adapte aussi aux filles. Chaque fille est différente. Il y a des filles qui sont plus commerciales, il y a des filles qui sont plus images, il y a des filles qui ont besoin de plus petites structures, il y a des filles qui ont envie de grosses structures. Donc je m'adapte et à la fille et aussi moi à mes relations que j'ai tissées au fil des années avec les agences. Aujourd'hui, notre scout a prévu de présenter Camille. Elle est ce qu'on appelle un mannequin beauté. Car si la jeune femme n'est pas très grande pour le milieu avec ses 1,73 m, elle possède un visage plein d'atouts. Dernier conseil donné. Et il y a peut-être moyen, il y a peut-être possibilité qu'il te fasse marcher, donc on va voir, on va juste refaire un petit point sur ça. Mets-toi ici. Tu souffles, tu te concentres bien au niveau du regard. C'est hyper important, tu sais, il faut vraiment que tu aies l'air à fond, quoi. Pourquoi tu es comme ça, là? Je comprends pas. Essaye vraiment de marcher genre hyper normalement, en balançant un petit peu les bras et en te tenant bien droite. Essaye d'avoir les mains un petit peu en arrière. Les mains comme ça un petit peu en arrière et laisse-les un petit peu là. Et c'est l'heure du départ. Direction Crystal Model. Hello, ça va? Hauteur, mensuration, forme du visage, même ses sourcils seront examinés. Donc elle ne se coupe plus les cheveux et est-ce que, enfin moi je trouve qu'elle a les sourcils, elle devrait pas les laisser encore plus pousser là. Elle a la paupière mobile. Oh ouais, non, c'est bien comme ça. On touche pas. Bon, ok. En mode et surtout en beauté, le moindre détail compte et le jugement est sévère. En gros, pour une dizaine de filles trouvées, on va dire que je vais réussir à en placer une en agence. Et ça ne veut pas dire qu'elle va exploser. Après, c'est pas parce qu'une fille n'explose pas qu'elle n'a pas une bonne carrière et qu'elle ne peut pas gagner d'argent. Si Maud n'a pas encore trouvé sa quête mosse, elle vient de permettre à Camille de faire son entrée dans le monde de la mode. L'agence est sous le charme et lui fera bientôt faire ses premiers tests. Bon bah voilà, ça c'est fait. Bravo, ça y est, t'es mannequin maintenant, Camille. Félicitations. Ce n'est pas une surprise, ce mois-ci, vous retrouverez bien sûr notre wallpaper. Tout ce qu'il faut faire, savoir, voir, faire savoir et porter. Les news, les Instagram, les faux pas, les tendances, les événements, c'est tout de suite. Alors prenez vos stylos. Tendance, chiffres, visage et Instagram à suivre, voici le wallpaper du mois. Je déclare la revue de presse ouverte. Voici maintenant une news réjouissante pour nos dressings et nos comptes épargne.
La naissance de la marque Close, créée pour monshowroom.com. Au programme, une gamme ultra désirable et féminine à prix tout doux ou comment être stylé sans se ruiner. Gage de bon goût, après la blogueuse et pourquoi pas Colline, c'est Punky Bee qui cette année s'est offert une collection capsule avec Close à découvrir sur le site de monshowroom.com. Vous avez toujours été attiré par le monde fascinant de la mode? Rêvez d'être le chouchou des photographes? Eh bien, tentez votre chance. L'événement New Fashion Generation vous donne la possibilité de devenir le prochain top modèle en vogue. On avait envie de créer un concours où on donne la possibilité au maximum de jeunes d'être découverts par plusieurs agences, pourquoi pas des directeurs de casting et qui sait, découvrir de nombreux tops qui vont travailler à travers le monde. Durant 2 jours, 1400 candidats s'y sont essayés à Paris en se présentant devant un jury de choix. Au programme, défilé, maquillage, coiffure, sans oublier les photos. Donc ce qui est intéressant pour les candidats et les candidates aujourd'hui, c'est de les familiariser justement avec le process du casting, de savoir se présenter, de savoir prendre la parole, d'avoir confiance en soi surtout, et c'est surtout cette confiance en soi et la personnalité qui fera la différence par rapport à un physique ou un autre. Si vous vous sentez l'âme d'un mannequin, les castings ont lieu jusqu'à fin mai. Quant à la finale, il faudra attendre encore un peu puisqu'elle se déroulera à Paris le 2 juillet. On termine ce wallpaper avec les 2 Instagram à surfer d'urgence. À la rédaction, on a flashé sur celui de Jennifer Nett, alias la rédactrice en chef du Vogue.fr. Via son compte Instagram, elle nous emmène dans son fashion world. Ses coups de cœur mode, les défilés, une immersion dans le monde très fermé des rédactrices de mode. Eleonora Carisi est encore méconnue en France, mais est l'une des blogueuses les plus influentes dans son pays, l'Italie. Si elle s'est fait connaître de la fashion sphère grâce à son blog Jojo Villeroy, son Instagram est en passe de devenir l'un des plus likés de la planète fashion. On follow d'urgence. En 2006, Maxime Simoin sort major de sa promotion à la Chambre syndicale de la couture parisienne et poursuit son apprentissage dans des maisons de couture telles Elisab, Jean-Paul Gaultier, Christian Dior et Balenciaga. Très vite, il crée sa propre maison de couture et défile en 2011 pour la première fois. Maxime Simoin et sa maison représentent aujourd'hui une mode graphique, féminine, intemporelle. Maxime, merci d'être avec nous dans l'émission Mode. Je voudrais commencer par vous demander comment vous définiriez le style de votre maison. Je dirais un peu ce que vous avez dit, structuré, graphique, architecturé, mais aussi féminin, sensuel. L'idée, c'est vraiment de sublimer la femme et de mettre en avant tous ses atouts et ses courbes. Et alors, quel a été le déclic? Ça remonte à quand, la mode, pour vous? Parce que vous êtes très jeune et vous avez commencé très jeune. Oui, ça n'a pas été quelque chose d'inné à la Jean-Paul Gaultier dès le berceau. Ça a été plutôt à partir de mes 17 ans, donc en 2001. En fait, j'ai eu un vrai déclic en allant voir le concert de Madonna, One World Tour. Et là, en voyant les costumes, je me suis dit, voilà, on arrive à pouvoir raconter une histoire, vraiment sublimer ce corps et en même temps être créatif. Et les trois ensemble, ça m'a paru être une évidence, il fallait que je fasse ce métier. Alors on est quand même dans un milieu très cruel et impitoyable. Comment vous avez réussi à vous faire un nom et une place comme ça? C'est pas le métier le plus facile, c'est sûr. On a tendance à l'idéaliser et de l'extérieur, on se dit waouh, c'est que des paillettes et que des strass et c'est la vie de rêve. Non, il y a beaucoup de travail, il faut arriver à s'imposer, mais avec délicatesse, sans non plus devenir trop présent. C'est vraiment un travail de longue haleine. Ça nécessite beaucoup de volonté et aussi avoir une vraie vision. C'est ça qui fait la différence entre tous les créateurs, c'est imposer sa propre vision et se différencier des autres. Alors, quand et comment vous êtes lancé en votre propre nom ? Alors, en fait, c'est vraiment été un concours de circonstances. Au début, je me suis inscrit à un festival qui s'appelle le Festival de Hyères. Et j'ai voulu m'exprimer et donc exprimer ce que j'avais en moi, mon univers artistique. Et donc, j'ai vraiment laissé libre cours à mon imagination.
Et les retombées du festival ont été tellement bonnes, les gens m'ont tellement dit « Ah, t'as vraiment quelque chose de particulier, tu devrais essayer de plus le développer ». Je me suis dit « Allez, commençons par faire une petite capsule ». Et dès le début, ça a commencé à prendre, aussi bien au niveau des acheteurs que de la presse. Et je me suis dit « Allez, traçons la route ». Quels sont les avantages et les inconvénients d'avoir sa propre maison ? Alors, les avantages, c'est qu'on est libre de pouvoir exprimer ce qu'on a en soi, on n'a pas d'impulsion créative d'autre part comme on peut l'avoir au sein d'une maison, quand on est un styliste simple. Après, ça a l'inconvénient d'être très intense, très prenant, d'avoir une énorme responsabilité parce qu'on est responsable de la création, mais on est responsable aussi de tous les autres secteurs. Et donc, ça met un peu la pression, mais c'est ça qui fait... c'est ça qui motive et qui tient. Exactement. Quelles sont vos sources d'inspiration, Maxime ? C'est assez varié. C'est beaucoup le cinéma, parce que j'aime le côté narratif. Et on le retrouve dans mes collections en général. J'aime raconter une histoire. Et après, ça peut être l'architecture, ça peut être la sculpture, la peinture, c'est assez varié. Est-ce qu'il y a une femme à Maxime Simoins ? Je dirais que chaque femme a en elle un côté qui pourrait correspondre à mon style. Après, en fait, c'est vraiment féminin, délicat. C'est vraiment l'anti-fashion victime. J'aime pas le côté bête de mode et j'aime bien aller à contre-courant. Je suis pas trop dans la tendance. C'est quelque chose qui m'effraie un peu. Donc c'est vraiment, je crois que chacun de nous a ce côté un peu envie de nouveauté. Voilà, Est-ce que vous pourriez dire que vous avez une marque de fabrique particulière ? Je dirais oui, la structure, les découpes, les lignes. Ça, c'est vraiment... Après, il y a un sens de l'imprimé, des couleurs. Il y a beaucoup de noir et blanc. Cette dualité, justement, se retrouve assez dans mes silhouettes. Quelle est la place de la création dans votre vie quotidienne ? Elle est en fait assez minoritaire, contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce que le reste prend tellement de temps et je dirais que c'est 20% de mon temps et le reste, c'est toutes les autres contraintes. Alors on a un petit rituel dans cette émission, c'est de parler de votre dressing, de parler de vos basiques, si vous le voulez bien. À quoi ressemble déjà tout simplement votre dressing ? On est curieux, Maxime. Si on va chez vous, qu'est-ce qu'on trouve ? Alors, c'est des armoires assez design en bois foncé, et donc on voit strictement rien. Et de l'autre côté, c'est tout un pan de verre en verre fumé, et on devine les vêtements, et ils sont assez bien rangés, parce que j'ai ce côté extrêmement organisé. Ah oui, c'est structuré à la maison. Exactement, et dans les collections. Exactement, et tout par déclinaison de couleurs, donc c'est poussé. Mais j'aime bien le côté assez ordonné. Est-ce que vous avez des basiques de mode ? Les basiques, oui. Le jean, les t-shirts noirs, c'est récurrent. Je suis assez basique au niveau de ma garde-robe. Ça va être des polos assez semblables, mais juste des variations dans les couleurs. Des jeans, je vais en avoir une trentaine, mais juste des petites variations de couleurs. Et voilà, c'est assez basique. Alors à l'inverse, est-ce qu'il y a des choses que vous ne portez jamais ? Tout ce qui est un peu trop extrême fashion victime, tout ce qui est trop coloré, tout ce qui est trop exubérant. Je suis assez classique. Toujours avec un petit twist, mais ça reste classique. Est-ce que vous avez une icône de mode qui vous a inspiré ou un créateur de mode qui vous a inspiré ? Jean-Paul Gaultier, au début, m'a beaucoup inspiré. Et après, ça a été... pas mal Courrèges, Cardin, justement parce qu'ils ont ce côté aussi hyper architecturé qui m'inspire. Si vous ne deviez choisir qu'une seule pièce dans votre dressing, ce serait laquelle ? Peut-être le pull que je porte aujourd'hui, qui est un des pulls que je viens d'acheter et que j'apprécie vraiment beaucoup et que je mets sans cesse en ce moment. Est-ce qu'il y aurait un vêtement que vous auriez rêvé d'inventer ? Le jean, parce que c'est tellement l'emblème phare de notre siècle. Et incontournable. Incontournable. Je pense que tout le monde a son jean. Qu'on ait 10 ans ou 60 ans, on a tous notre jean. Est-ce que vous avez déjà eu votre plus gros craquage mode, votre plus grosse folie en mode ? Je dirais, on revient il y a 10 ans, et c'était un blouson qu'Eddie Slimane avait fait pour un défilé, et j'avais adoré, et j'avais passé toutes mes économies
là-dedans et voilà. Et, le vrai craquage. Exactement. Et je ne le mets plus. Et je l'ai pratiquement pas mis, mais bon, il y a parfois des craquages comme ça où sur le moment on se dit c'est tellement emblématique et tellement fort qu'on a envie et puis bon. Je sais que vous aimez la musique, Maxime. Si la mode était une chanson, ce serait laquelle? Là, en l'occurrence, comme je fais de la mode féminine, je dirais « Femme, je vous aime ». Je pense que ah oui, ça irait bien. Merci beaucoup, Maxime, d'avoir été notre invité. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un prochain numéro de l'émission Mode sur June TV.